Très bien, bonsoir tout le monde. Alors, en fait, l'idée de ce cours m'est venue tout simplement parce qu'en fait, dimanche soir, j'étais à Marseille pour une série de conférences et j'ai fait donc une conférence pour les couples. Et en fait, c'est cette conférence que je vais vous dire maintenant. Tout simplement, je me suis rendu compte que on a touché donc le dossier essentiel qui s'appelle la communication. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est fou, c'est quelque chose qui serait peut-être extrêmement bien, même pour des personnes qui ne sont pas forcément en couple, mais c'est une base essentielle dans toute relation intersubjective lorsqu'on est en face d'une personne. Alors, il existe donc cette faculté d'écouter l'autre, et qui est quelque chose qui est absolument fondamental, qui est la base essentielle de la communication. Et on retrouve cette notion dans toutes les relations de la vie, qu'elles soient au niveau du couple, qu'elles soient au niveau de la relation parent-enfant, enfant-parent, au niveau du business. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion justement de s'inspirer de la Torah pour voir un petit peu comment on gère la notion de l'écoute. Alors, mes sources sont un petit peu comme à l'accoutumée. Dans une première partie, je me suis inspiré beaucoup de Rav Wolbe, et dans la deuxième partie, la dernière partie, je me suis inspiré donc des cours que j'ai entendus de Rav Yakovson. On va donc développer ce dossier en selon trois axes. On va d'abord revenir aux sources, avec plusieurs citations donc, de la Torah qui sont toutes marquées en français, pour essayer de voir dans quelle mesure le monde, l'expression entre les individus, la communication, est un point absolument central dans la vie d'un individu. On aura donc trois références essentielles. À partir du moment où on aura placé ce cadre de l'importance de la communication, on essaiera de voir qu'est-ce qui bloque chez les individus, qui peut amener à des situations d'individus qui vont être froissés, qui vont se faire la tête, qui vont bloquer peut-être à jamais la communication. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ces relations tendues, des relations qui sont, qui amènent très souvent à des ruptures. Et dans une troisième partie, on essaiera de voir quelle est une sorte de véritable cours de méthodologie pour apprendre à écouter l'autre. Donc voilà un petit peu les trois axes qu'on va développer. Je commence par le premier, vous avez le document sous les yeux, ce que j'ai appelé le retour aux sources. Tout le monde connaît ce verset qui décrit la création de l'homme par donc, les mots suivants. Vaïtzer Hashem Elokim et Adam afar mina adama. L'Éternel Dieu façonna l'homme afar mina adama, poussière détachée du sol. L'homme vient du monde le plus charnel possible, de la poussière. Mais nous dit le texte, Vaïpar be'apav nishmat ra'im. Hashem a insufflé à cet amas de poussière nishmat ra'im, une âme de vie. Vaï Adam le nefesh chaya, et l'homme devint un être vivant. Je répète, Hachem insuffle une âme à l'individu, et l'individu devient par cette âme un être vivant. Jusque-là, c'est un schéma extrêmement classique, le schéma de la dualité de l'homme, le système bicéphale, à la fois le monde charnel, à la fois la conscience, mais physique et métaphysique. Bref, on connaît parfaitement cette dualité. Ce qui m'intéresse, c'est de définir la dimension Nefesh Chaya, qui est la dimension d'un être vivant. Il y a une question essentielle qui est posée par Rashi sur ce texte, qui est la suivante. Les Nefesh Chaya, un être vivant, demande Rashi, les animaux et les bêtes sauvages qui ont été créées un jour avant l'homme a été créé le 6e jour, les bêtes sauvages, elles, ont été créées le 5e jour. Demande Rashi, mais ces bêtes sauvages, le texte de la Torah dit aussi qu'elles sont appelées Nefesh Chaya, c'est-à-dire des âmes vivantes. Donc demande, a priori Rashi, en quoi y a-t-il une spécificité humaine par rapport au monde animal, étant donné que les animaux aussi sont qualifiés de Nefesh Chaya. La question plairait drôlement à Brigitte Bardot, mais la réponse, ne vous inquiétez pas, va rapidement recadrer les choses dans le bon cadre. Alors, réponse de Rashi, quelle est la spécificité humaine, dit Rashi?
Nefesh Chaya. Ar zo shel adam chaya shebekulam. Mais attention, les animaux sont Nefesh Chaya, sont des êtres vivants, enfin sont des êtres vivants. L'homme est un être vivant, mais lui il est plus vivant que les autres. C'est-à-dire, chez Nitosef, Bo Dea Vedibur. Car Hachem a ajouté à l'homme deux axes. Dea, qui veut dire la connaissance, et Dibour, qui veut dire la parole. Faites bien attention à cette définition de Rashi. Rashi nous dit qu'il existe une spécificité humaine par rapport aux animaux, c'est que l'homme incorpore à l'intérieur de lui à la fois la connaissance et à la fois la parole. Alors, je précise bien qu'il y a dans les propos de Rashi, né en 1040, mort en 1105, une avancée colossale, ou bien une explicitation colossale, par rapport à la traduction classique du verset. La traduction classique du verset, c'est le Nefesh Chaya, et traduit par le Onkelos, qui est le premier des plus grands commentateurs de la Torah, qui nous a traduit toute la Torah en araméen. Et pourquoi en araméen? Parce que c'est comme ça que les Juifs comprenaient la Torah initialement. Peu de Juifs parlaient le Lashon HaKodesh, la langue de la création, et donc, il y a 3300 ans, lorsque Hachem nous a transmis la Torah, il y avait des traductions immédiates en langage connu par les Juifs, c'est-à-dire le Onkelos, l'araméen. Donc, Onkelos, qui vient traduire en araméen le texte de Torah, nous dit que Nefesh Chaya, c'est Ruach Memalela. Ruach Memalela, ça veut dire un vent de parole. Donc, d'entrée de jeu, Onkelos nous a dit que la spécificité humaine, c'est la faculté de communiquer. C'est ça, en fait, la dimension humaine de l'individu. Maintenant, Rashi rajoute quelque chose, explicite quelque chose, en disant Dea et Dibour. À votre avis, quelle est l'avancée incroyable de Rashi là-dedans? Dea. Il a rajouté Dea. Ça, c'est mathématique. On avait du Dibour, on avait la parole, la communication, et on rajoute une dimension, on va dire, intellectuelle, la pensée, le Dea. Et alors, so what? On peut avoir du Dea sans Dibour, déjà. On peut avoir du Dea sans Dibour, très juste, et pousse plus loin. On peut avoir du Dibour sans Dea, exactement. Rashi nous convoque à une lecture synergique de ces deux domaines, et je vais tout de suite vous expliquer de quoi on parle. Pour pouvoir parler dans la vie, tu es obligé d'avoir un minimum de neurones. Un enfant, petit à petit, fait l'apprentissage de la parole. Au début, il baragouine, puis petit à petit, plus son cerveau se développe, se déploie, plus petit à petit, il arrive, grâce à sa pensée, sa connaissance, à pouvoir faire des phrases avec des syllabes, avec des verbes, avec des compléments, avec toute une structure de grammaire, avec toute une véritable syntaxe. Ça, c'est le cheminement d'un enfant. Mais, et ça, donc, c'est un petit peu ce que l'on connaît de façon générale, pour pouvoir parler, encore faut-il au préalable penser. Et lorsque je parle, j'ai au préalable une sorte de pensée, une intelligence qui m'a permis de réfléchir à une idée qui va trouver un lieu d'élaboration au niveau de la parole. C'est le schéma classique, sauf que on peut lire les choses aussi à l'envers. C'est parce que je parle, c'est parce que je m'exprime, c'est parce que je décide de franchir la frontière de mon intériorité, de tout ce qui se trame à l'intérieur de moi, de mon fort intérieur, que paradoxalement, je vais réussir à structurer mes pensées. Ça veut dire qu'il faut penser pour parler, mais la parole va te permettre petit à petit de pouvoir ouvrir le champ de ta pensée, organiser, orchestrer tes pensées. Ça, c'est l'effet synergique de Dea et Dibour qui est mis ici en exergue par Rashi, et donc qui est la traduction, si vous voulez, du verset, et qui va nous montrer cette ligne de démarcation tellement claire entre le monde animal et le monde des êtres humains, puisque le monde animal, lui, a d'une certaine façon un monde du Dibour, puisque les animaux s'expriment l'un avec l'autre, mais il s'agit ici d'une communication qui se cantonne au monde technique. Il n'y a pas de poète chez les animaux, sauf chez La Fontaine, mais encore une fois c'est une personnification des animaux, mais il n'y a pas de poète,
il n'y a qu'un champ extrêmement limité de la connaissance. Chez les fourmis, si c'est F3, G5, grain de riz, GH, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que ce sont des informations qu'on se transmet qui nous permettent de pouvoir perdurer la micro-société qu'on a mise en place. D'ailleurs, le Maharal va dire que le monde des animaux, c'est le Behema, les bêtes, et Behema, dit le Maharal, Bama, ça veut dire, pas Obama, hein. Bama veut dire, bas en elle, ma, la question. C'est-à-dire, il n'y a pas de questionnement existentiel chez un animal. Tout le monde des questions est confiné donc, à l'intérieur même de l'animal, c'est qu'il n'y a aucune réflexion. Ça, c'est le propre même du monde animal, par opposition au monde des êtres humains, qui, lui, va petit à petit s'exprimer, petit à petit grandir, justement par cette faculté de communication. Ça, c'est le premier point que je vous ai amené au niveau des références, qui met en exergue, et c'est bien ça ce point que je vais vous montrer, que plus un homme, une femme s'exprime, plus il touche à son humanité, moins il s'exprime. Et pour des millions de raisons, peut-être parce qu'il n'a pas un champ suffisamment élaboré, peut-être parce qu'on ne lui laisse pas l'occasion de pouvoir s'exprimer, moins un individu s'exprime, moins il est humain, plus il est proche du monde animal. Ouais. Donc ça, c'est le premier point au niveau, on est dans la véritable définition, c'est pas un plus la parole. La parole, c'est ce qui te définit en tant qu'être humain. Premier point. Deuxième point, je vais vous montrer un petit peu comment les choses fonctionnent. Pardon? Vous dites que moins un individu peut s'exprimer, moins il peut parler. Ça veut dire que quand quelqu'un est muet, il est moins humain. Alors l'expression est d'abord à prendre au sens général. C'est-à-dire parler avec les mains, comme les Italiens d'ailleurs. Non, mais il est vrai que une personne qui est muette, c'est connu, il a un accès à la connaissance beaucoup plus difficile. Attends, le pourquoi? Non, mais c'est lié. On va voir exactement quels sont les effets directs de cette absence de pouvoir, comment dire, avoir un plan de projection de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Oui, effectivement, comment dire, la Mishnah va dire que, comment dire, un vrai muet, Rachuf Kemet, c'est comme mort. Ça veut dire quoi mort? Il n'est pas mort, il est vivant. Ouais, mais ça veut dire que fondamentalement, il est déconnecté de la vie. Ouais, donc oui, effectivement. Alors maintenant, le pourquoi des choses, ça c'est un autre dossier. Mais une chose est sûre, c'est que oui, effectivement, le Rachou, Cheresh, Shoté Vekatan, un Cheresh, Shoté Vekatan, donc un imbécile, un sourd et un enfant dans son infantilité, ouais, eh ben, pardon, pas pour l'enfant, mais ça veut dire qu'ils sont déconnectés de certaines réalités de la vie. Deuxième référence qui va dans le prolongement de Rashi. J'en ai ici une citation donc du Chinour. Le Chinour, c'est aussi un maître du Moyen-Âge comme Rashi, un peu plus jeune que Rashi, c'est-à-dire plus proche de nous, on va dire, 13e ou 14e siècle, si ma mémoire est bonne. Ce maître va écrire une œuvre qui a cette originalité de piocher dans toutes les parachutes de la Torah, quels sont les mitzvot qui ressortent. Ouais, les parachutes sont truffés à la fois d'histoire, à la fois de références, et à la fois de mitzvot. Alors il va comme ça piocher, Bereshit, chacune des parachutes, il va nous prendre une mitzvah, il nous l'écrit dans un texte, on dit voilà, il y a dans tel parachat tel mitzvah, donc ça nous fait une nomenclature des mitzvot, des 613 mitzvot, à la fois positives et négatives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à part d'avoir une nomenclature, on a en plus la possibilité d'avoir une sorte de sens de la mitzvah. Comprendre pourquoi Hachem nous a donné cette mitzvah spécifique. Ça, c'est donc le cheminement du Chinour. Alors, il y a une mitzvah qui va nous concerner bientôt pour la Haggadah de Pessah. C'est une mitzvah qui concerne la mitzvah des Bikurim. Les Bikurim, c'est très simple. Lorsque un juif rentrait en Israël et avait la chance d'avoir un petit lopin de terre, et que ce lopin de terre, il le cultivait, il faisait pousser donc des arbres fruitiers. Alors, il y a une mitzvah dans la Torah qui consiste à repérer vers le mois de mars-avril, comme ça, le premier bourgeon qui commence à poindre, l'entourer d'un fil pour repérer donc le premier qui sera le fruit. Et une fois que le fruit est clos, on récupérait tous les premiers des arbres qu'on mettait dans un panier, puisqu'on avait mis un fil autour du bourgeon, donc on avait à voir quel était celui
qui était le premier, les prémices. Et ces prémices en question, on allait les mettre dans un panier qu'on amenait à Jérusalem. Et en l'amenant à Jérusalem, on allait faire là-bas de façon protocolaire une déclaration. Cette déclaration, c'est ça qui nous ramène à la Haggadah. Cette déclaration, on la lit le jour de la Haggadah, c'est Arami Oved Avi, un malin, qui est Lavan, a voulu détruire mon père Yaakov. Yaakov a réussi à sortir de ses griffes, il est sorti des griffes de Esav, et bon an, mal an, chemin faisant, nous voilà enfin arrivés sur la terre d'Israël. Ça, c'est ce que l'on doit déclarer, et on doit donc dire à Hachem merci, parce que c'est un cheminement assez incroyable, ce peuple juif, il a réussi finalement à être sur cette terre. Et en étant sur cette terre, on a en plus la possibilité de jouir de cette terre en prenant des fruits. Ça, c'est ce qu'on appelle la déclaration maintenant. Le Chinour va analyser cette procédure, ce protocole, qui consiste, je vous rappelle, pas simplement à se départir de ses premiers fruits. Il faut se mettre dans le contexte. Ouais. On ne sait pas c'est quoi nous planter des tomates ou planter des fruits, on ne connaît pas. Mais mettons-nous dans ce contexte dans lequel un individu a planté une graine, qu'il a travaillé, qu'il a arrosé, qu'il a bichonné, pour lequel il a prié que le soleil ne soit pas trop fort, que la pluie ne soit pas trop tardive, bref. Et puis arrive enfin le premier fruit. Mais c'est un petit peu comme le premier salaire d'un bonhomme qui sort ou la première ordonnance d'un médecin. Ouais. C'est la chose la plus proche de nous, c'est la jouissance la plus grande qui peut exister. Eh bien, ça là, Hachem te demande, tu dois le donner pour Hachem. Ouais. C'est un travail très fort de se départir de cela. Donc je dis qu'à part le fait qu'il y a la procédure donc, de se départir de ce fruit, il y a en plus une déclaration solennelle qui fait partie du protocole. Cette déclaration, nous dit le Chinour, avec une pointe, une touche exceptionnelle, il nous dit la chose suivante. Quel est l'intérêt de déclarer, de faire cette déclaration solennelle? C'est la question que pose le Chinour. Je comprends cette question, je la comprends dans le sens, c'est de dire, ok, le bonhomme, il fait un effort surhumain. Donc amener ce qui est le premier chiffre d'affaires, son premier salaire, sa première ordonnance. Donc évidemment le bonhomme il est tout guilleré, il est tout heureux, il est tout ému, il est en pleine émotion. Qu'est-ce que rajoute la verbalisation du merci? Réponse du Chinour, il y a la chose suivante. L'homme réveille ses pensées par la verbalisation et se fait une image de la vérité par le biais de la verbalisation. Je répète. Adam meorer marchevotav ou metzayer belevavo aemet bekoar divrei piv. La verbalisation, la puissance de la verbalisation donne à un individu deux choses essentielles. Et regardez bien les deux choses qu'il mentionne. D'un côté, ça lui permet de réveiller des sentiments. Deuxième chose, c'est un truc incroyable qu'il marque. Ou metzayer belevavo aemet. Ça lui permet de se figurer un schéma vrai de la vie. Donc je répète, la verbalisation agit sur deux plans chez un individu. Elle agit d'abord sur le plan sentimental. Elle vient réveiller des sentiments qui sont pour l'instant encore enfouis. Et c'est assez incroyable. Parce qu'on ne parle pas d'un individu qui est dans une sécheresse majeure, une personne qui est tout simplement insensible à la vie. On parle d'un individu qui est déjà tout ému de venir. Donc, cet individu a déjà, d'une façon, réveillé quelque chose en lui. Qu'est-ce qu'il a réveillé? Il a réveillé la chose suivante. Il dit voilà, mon grand-père faisait partie de ces malheureux qui ont pris des briques et qui ont construit des pyramides en Égypte. Et dans ces pyramides qui étaient dans des marécages, ils ont passé leur temps à brûler leur vie. Ça, c'était mon grand-père. La personne, l'agriculteur, dit, lui, il n'a pas fait les briques, mais lui, il faisait partie des gens qui ont pleuré à tort le jour où les explorateurs sont venus. Il n'a pas cru à l'entrée en Israël, et comme il n'y a pas cru, il est rentré dans l'épuration qui s'est passée pendant 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans, Hachem a épuré toute la génération qui s'est mise à pleurer par peur de rentrer en Israël. Moi, dit-il, je suis le fils de cette généalogie, et j'ai une chance incroyable de pouvoir pénétrer Israël, non seulement pénétrer Israël, mais en plus faire quelque chose qui est inédit, de pouvoir cultiver la terre et avoir des fruits.
Ce bonhomme est déjà dans sa démarche, dans une émotion colossale. La Torah te dit non, c'est pas suffisant. Je veux que tu verbalises. Quoi? Parce qu'il faut une sorte de protocole. C'est une façon genre religieuse de vivre? Non, pas du tout. Quand tu verbalises, tu vas utiliser cet embryon d'émotion, ou même ce déploiement d'émotion, et on va encore plus l'amplifier. La verbalisation va jouer le rôle de l'amplification de tes sentiments. Et pourquoi on veut ça? Tout simplement parce que plus tu exprimes de la joie, plus tu vas tisser un lien incroyable avec ton Créateur. Ça ne ressemble pas, un individu, deux individus ne se ressemblent pas lorsque un individu ressent profondément une joie. Eh bien, ce ressenti, il est peanut, tout petit par rapport à un individu qui le ressent et qui exprime. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous donne un exemple. Dans les couples, et je vais très souvent cet exemple, et c'est un exemple qui est très 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 présent. Les mesdames, les épouses se plaignent très souvent du fait que leur mari ne leur dit pas « je t'aime ». Maintenant, il y a un hiatus entre l'être féminin, entre l'épouse et le mari. Pourquoi? Parce que lorsque la femme demande à son mari « pourquoi tu ne dis jamais je t'aime ?» Le mari répond au tac au tac « mais je ne comprends pas. On est mariés depuis 10 ans, tu penses bien que je ne serais pas marié avec toi si je t'aimais pas. » Maintenant, quelle est, comment dire, la zone d'incompréhension? La femme sait aussi très bien qu'ils sont mariés depuis 10 ans. Et elle connaît parfaitement déjà la réponse, mais elle demande quand même. C'est pas pour casser les pieds. Pas du tout. Elle demande, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, il a beau ressentir qu'il aime son épouse de façon sincère, mais si il donnait des mots de verbalisation, eh ben son ressenti serait encore plus fort et plus amplifié. Donc, ce que demande l'épouse n'est pas un constat objectif, je t'aime ou je t'aime pas, une sorte de langage informatique binaire, oui-non. Elle demande juste une dynamique encore plus forte du monde émotionnel qui est tellement essentiel dans le ciment du couple. On est un petit peu le hiatus. Et le mari qui a toujours une vision analytique des choses, il répond oui ou non. Ouais, mais il y a un hiatus incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est, ce que veut l'épouse, c'est créer une dynamique qui s'appelle si tu dis je t'aime, tu vas m'aimer encore plus. C'est ça la magie de la verbalisation. Ce qui est valable dans l'économie du couple est valable dans les relations parents-enfants. Les enfants sont encore plus suspendus de façon cruciale à l'approbation et au regard de leur papa et de leur maman. Et on doit, nous les parents, se transformer, et vous le serez bientôt j'espère, en des machines à systématiquement complimenter un enfant, dire à un enfant je t'aime et je t'aimerai toujours. Ça, c'est quelque chose qui doit être la trame fondamentale parce que c'est pas simplement pour se rassurer d'une non-déconnexion, c'est pour pouvoir entretenir les braises d'un monde sentimental qui, plus il se déploie, plus il permet de pouvoir créer des relations essentielles. Ça, c'est la touche magnifique que propose le Rinour de dire la verbalisation implique un surplus, un déploiement de l'amour. Mais il dit une deuxième chose et qui est exceptionnelle. La deuxième chose, c'est que quand tu verbalises ou metsayer belevavo à émettre, tu vas te représenter la vérité des choses. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand tu as réussi à exprimer, à donner un nom à certaines choses, on ne parle évidemment pas d'une parole fluette, mais d'une parole qui a été construite sans t'en rendre compte, tu es en train petit à petit de te hisser vers un monde de plus grande vérité. Donc on a ici une sorte d'une pierre de coups qui est proposée par le biais de la verbalisation, qui est absolument géniale. On touche ici à deux registres incroyables. Le registre sentimental qui est tellement nécessaire dans les relations humaines, et le registre de ta relation avec la vérité. Ça, c'est la magie de la verbalisation. On comprend ici à partir de là, si on dit que c'est ça la magie de la verbalisation et que c'est la définition même de l'être humain, on comprend aisément que toute relation doit être mise en place de telle façon à ce que deux êtres, quels qu'ils soient fiancés, fiancés, mari, femme, parents, enfants,
boss, boss et travailleur, enfin les deux travaillent, mais enfin je ne trouvais pas l'antagoniste de boss. Dans toutes ces relations, il est absolument essentiel de laisser à la personne qui est en face de moi la latitude de pouvoir s'exprimer, sans quoi c'est cette dimension humaine qui est tout simplement en péril. À partir donc de cette définition, je voulais juste vous donner une troisième référence des Chachamim, de nos maîtres, qui est cette fois-ci non pas du Chinoum, mais les maîtres du Talmud. Je crois que j'ai déjà cité ça ici, mais je pense que ça vaut le coup ce soir de le reciter. C'est une parole donc, des Chachamim qui dit la chose suivante. Amrou Chachamim Arishonim, les premiers maîtres, premiers sages, la première pensée qui émerge de ces sages est la suivante. Kol hakoes keilu oved avodat kochavim. Tout individu qui se met en colère, et on sait à quel point dans les relations entre personnes, il peut très souvent y avoir des moments de colère qui fait que soit ça va être la rupture éternelle, soit ça va être des relations qui seront froissées, donc froissées, le fait qu'on est froissé, on fait des relations bancales, superficielles, bref. La colère peut jouer le rôle d'une profonde déchirure entre deux individus. Alors, les Chachamim disent la chose suivante, toute personne qui s'énerve est comme si, comment je traduis en français, est considérée comme un idolâtre. Alors, faites très très attention. Lorsqu'il y a des paroles des Chachamim, des sages, ce ne sont jamais des slogans. Il y a des gens un petit peu, qui manquent d'études, tout simplement qui ne savent pas étudier. Ils vont prendre ces phrases en question, ils vont en faire des slogans. Et dès qu'ils vont repérer une personne qui se vénère, ils vont dire « Oh, toi tu t'es énervé ?» Les Chachamim disent « C'est comme quelqu'un qui... c'est une idolâtrie. Donc sache dorénavant que je ne pourrai plus boire de ton vin. » Vous savez que si un idolâtre touche à notre vin, on ne peut pas le toucher. Ouais. Alors je ne pourrai plus boire de ton vin. Ouais. C'est complètement délirant comme attitude. Les Chachamim ne sont jamais venus créer un système de PV ou un système de flic du bon Dieu pour venir repérer à droite à gauche. Et on entend des fois même dans l'intérieur d'un couple, ouais, des personnes qui vont sortir des trucs, des slogans comme ça. Ouais, c'est marqué dans la Torah, donc t'as tort. C'est insupportable. D'abord, c'est insupportable parce qu'au niveau intellectuel, ça prouve une absence totale d'études. Et deuxième chose, c'est une façon d'utiliser la Torah pour rentrer dans un ring, quoi. Tu vas rentrer dans un ring, tu prends des gants de ring et tu rentres dans un ring, c'est tout. Mais utilise pas en plus la Torah pour utiliser... Ouais, bon. Voilà, c'est juste une chose. Alors, je voudrais vous proposer donc ce que j'avais appris de Rav Wolbe dans ses écrits. Comment on comprend cette phrase? Une personne qui s'énerve est comme une personne qui s'adonne à l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est la faculté d'un individu à comprendre que Hachem a mis en place dans la vie des mécanismes. Hachem a mis en place des mécanismes, c'est quoi par exemple? La loi d'attraction universelle. Si je prends ce iPhone et je le lâche, bam, il va tomber parce qu'il y a une loi d'attraction universelle qui fait que Hachem a mis en place un monde dans lequel les choses fonctionnent comme ça. L'oxygène, c'est grâce à Hachem, évidemment, mais Hachem qui a mis en place un soleil. Et grâce au principe de la photosynthèse, alors on arrive à respirer aujourd'hui. Maintenant, Hachem a mis plein d'éléments, plein d'agents dans le monde. Et quand tu regardes un petit peu le monde, tu as l'impression que la mécanique est tellement huilée qu'on pourrait se passer d'Hachem. Alors on a donc le soleil, la lune, les zodiaques, qui chacun transmettent leurs influences dans le monde. Et donc, on pourrait caresser l'idée que, puisqu'Hachem a mis des agents, et puisque Hachem on ne le voit jamais, on ne voit que le soleil, la lune et tous les agents, eh ben on pourrait presque croire que Hachem est sorti de l'histoire. Ça, c'est la courte vue qui est significative de ce qu'ils appellent la Avodah Zarah. C'est quoi la Avodah Zarah? C'est la faculté de se prosterner devant quelque chose à qui j'attribue un pouvoir, en faisant fi du fait que tout le pouvoir appartient à Hachem. Et si le soleil a un quelconque pouvoir avec ses millions de watts ou je ne sais quoi, eh ben, fondamentalement, c'est Hachem qui a mis ça en place. Pas qu'il a mis ça en place, simplement, mais qu'il insuffle en permanence à la loi de gravitation universelle, au soleil et à la lune, de perpétuer leur mouvement de façon à ce que le monde soit géré de façon normale et qu'il n'y ait pas un tsunami en permanence. Ça, c'est le monde, comment dire, de la Avodah Zarah, c'est-à-dire, encore une fois, s'arrêter à courte vue et croire que finalement, Hachem est sorti de la partie. Maintenant, faites attention. Ce n'est pas simplement une erreur de glissement.
Le Rambam explique, et quand il vient le Rambam, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez pernicieux. C'est-à-dire, tu peux dire, bon, mais les pauvres, ils n'ont pas fait exprès. Ouais, dans la vie, tu as affaire qu'à des facteurs. Donc au bout d'un moment, tu oublies qu'il y a la poste qui t'envoie les lettres. Enfin, il y a comment dire, il y a un, comment ça s'appelle, pardon, un expéditeur, oui. Puisque finalement, tu ne vois que le facteur dans ta vie, donc tu crois finalement qu'il n'y a pas d'expéditeur, et donc tu pourrais croire que finalement, il t'a envoyé le billet qui est gagnant pour l'euro million. Tu vas embrasser le facteur, mais en fait, c'est pas lui, il a rien fait. Il faut remercier la Société des Français des Jeux. Bref, c'est-à-dire que cette courte vue, on pourrait dire c'est juste une erreur. Non, c'est pas une erreur, c'est pernicieux. Pourquoi c'est pernicieux? Explique le Rav Tatz dans une image très jolie. La Avodah Zarah, c'est un service. Ça veut dire on sert quelque chose. On cherche quelque chose qui est étranger. C'est quoi étranger? C'est-à-dire, Hachem, il a mis en place un monde dans lequel tu dois avoir une relation directe avec lui. Mais toute relation directe oblige une certaine franchise, une certaine authenticité. Le principe de la Avodah Zarah, c'est quoi? C'est lorsqu'un individu a envie de s'acheter, par exemple, un très joli vélo. Il rentre à Gosport, il regarde le prix. Waouh! C'est du titanium, c'est 800 €. J'ai pas envie de mettre le prix top. Je vais essayer de m'arranger à passer un petit billet de 50 € à la caissière que je connais. Elle me fait passer tranquillement le vélo. C'est-à-dire que lorsqu'on ne veut pas payer le prix fort, on essaie de trouver des voies détournées pour payer le prix le plus minimal possible. La Avodah Zarah fonctionne de la même façon. C'est-à-dire, c'est quoi payer le prix fort dans la chaîne? Ça veut dire être capable de se donner totalement. Pas se sacrifier, c'est pas au sens sacrifice humain, mais être capable de consacrer toute sa vie pour lui. La Avodah Zarah, c'est un service aussi dans lequel des individus vont donner leurs enfants pour que la pluie tombe, mais c'est un système dans lequel je ne suis pas prêt à tout donner. Mes enfants peut-être, mais pas moi. C'est-à-dire, j'ai compris comment le monde fonctionne, eh ben, je vais concéder au fonctionnement du monde, je vais lâcher au fonctionnement quelque chose de moi, mais pas tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une vision extrêmement courte. Il y a des gens, et faites attention, qui rentrent dans la Torah avec cette même vision. C'est-à-dire, je concède un petit peu à Hachem parce que c'est un système économiquement qui marche. Faites extrêmement attention. Il ne faut pas oublier l'aspect idéologique, c'est-à-dire le fait que la Torah doit être quelque chose d'emballant. Je ne rends pas parce que simplement ça m'arrange. Ouais, c'est un premier point, mais il faut être tôt ou tard capable de pouvoir embrasser l'authenticité qui doit jaillir de la Torah. Ça, c'est un petit parallèle. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les gens sont des idolâtres, pas du tout, mais il y a un esprit d'idolâtrie à se cantonner, à faire ce qu'il faut juste pour que les choses marchent. Vous comprenez un petit peu l'idée? Ça manque d'authenticité, ça manque de ferveur, ça manque d'emballement. Il n'y a pas d'emballement dans le monde de la Avodah Zarah parce qu'en fait, c'est un système presque de tarifs. Je donne ça, et puis ça fonctionne. Allez voir, dans le 13e, les primeurs, qui viennent du monde chinois, ils ont tous des petites effigies, des petites bouddhas comme ça, et ils donnent régulièrement des offrandes comme ça spirituelles, des mandarines et compagnie. Alors Bouddha, ouais, c'est quoi l'idée? C'est que ça coûte pas très très cher. Et tu t'arranges pour que ça fonctionne. La santé fonctionne, la parnassa fonctionne, le couple fonctionne, ouais. Un peu le système des marabouts, un peu la même chose, ouais. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est que ça ne fonctionne pas plus que ça. Ça, c'est, si vous voulez, l'aspect pernicieux qui se cache derrière la Avodah Zarah. Maintenant, ça, c'est la Avodah Zarah. Quand on dit qu'un individu qui s'énerve est comme quelqu'un qui sait la Avodah Zarah, on dit ni plus ni moins que fondamentalement, regardez un petit peu comment c'est magnifique, comment ça fonctionne l'énervement. Je ne parle pas de l'énervement spontané, d'un coup il y a, il y a une panique parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qu'on n'a pas prévu. Je parle de l'énervement lorsque j'ai fixé par exemple un rendez-vous à quelqu'un et que la personne s'est donné le droit d'arriver en retard. Comment ça fonctionne? On est en général rarement surpris par le retard parce qu'on connaît les individus avec lesquels on est. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit bon, celui-là, celle-là, c'est plutôt retardateur, retardatrice. Je réfléchis déjà dans ma tête à un scénario de mon réactionnel en face de son non-respect de mon cadre. J'ai placé un cadre, c'est-à-dire l'horaire. J'ai placé un cadre, c'est-à-dire les tâches qui étaient censées être faites. Ouais. La chambre était censée être rangée, c'est-à-dire ses enfants. Ouais. J'ai placé un cadre. Maintenant,
J'ai en même temps que j'ai passé le cadre, j'ai déjà prévu mon scénario réactionnel en fonction du non-respect du cadre. Ça veut dire, avec des tarifs. 5 minutes de retard, ça veut dire, je suis plutôt jovial, j'accueille les gens avec un grand sourire. Là, il n'y aura pas le sourire. 10 minutes, non seulement on n'aura pas le sourire, mais en plus, je vais froncer les sourcils. 15 minutes, là, je vais m'exprimer. 20 minutes, une demi-heure, là, j'explose. Je me fais déjà un scénario de ma réaction par rapport au non-respect de mon cadre. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est qu'une fois qu'arrive l'événement, 5, 10, 15, 20 minutes, peu importe le barème, on est presque ligoté par rapport au scénario qu'on s'est nous-mêmes créé. Je répète, on est ligoté. Cette façon d'être ligoté, c'est ça le point commun avec le monde de l'Avdora. Ça veut dire, c'est rentrer dans un monde qui se condamne à être figé. Le monde de la colère est un monde qui est profondément l'antispontanéité. Pourquoi l'antispontanéité? Parce que quand tu réfléchis un tout petit peu, tu te rends compte que l'autre, ok, tel et tel retard, certes, mais tu connais, tu as écouté un petit peu ses alibis, tu as écouté, tu te prives totalement d'écouter, de laisser la place à l'autre pour expliquer pourquoi il est venu en retard, et tu as déjà décidé, comment dire, le pourquoi et le raison, les pourquoi et toutes les choses. Ça veut dire que tu as créé un monde totalement figé. Figé par rapport à toi et figé par rapport à l'autre, puisque tu ne lui as laissé absolument aucune latitude de pouvoir peut-être effectivement justifier que pour de bon. Et ce qui est incroyable, c'est même si on est prêt après à entendre la justification qui est tout à fait louable, imaginez qu'il y a eu vraiment un problème, on est tellement engoncé dans le scénario préprogrammé que on a énormément de mal à embrayer vers une réaction normale. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Enfin, j'espère que tout le monde a eu la chance dans sa vie depuis qu'il y a une bonne crise de colère et de comprendre ce que je dis là maintenant, mais c'est quelque chose qui est tout à fait significatif du monde de la colère. Ce monde de la colère est un monde dans lequel tu as aussi fait évacuer Hachem. C'est quoi Hachem? C'est comprendre que chaque événement que je vis n'a jamais été vécu et a quelque chose de tout à fait inédit. Ah oui, mais il me met toujours en run parce qu'il ou elle a fait ça et ça. Ok. Ne reste pas dans ces images cristallisées du passé. Essaie de laisser à l'autre l'opportunité de pouvoir écrire un nouveau scénario. Et si toi-même tu fais cet effort de ne pas étouffer l'autre par le scénario que tu as créé, il est possible que l'autre lui aussi puisse avoir cette respiration qui lui permettra d'échapper à cette stigmatisation négative permanente. Là, je touche ici un point essentiel qui s'appelle le concept de soi. Le concept de soi, il est toujours éminemment lié aussi à l'image que l'autre se fait de toi. Et plus cette image est collée à ta peau, plus tu auras énormément de mal à pouvoir y échapper. Donc, on a jusqu'à présent vu 3 références essentielles qui mettent en exergue que l'homme, par définition, il doit en permanence verbaliser ce qui se trame à l'intérieur de lui, aussi bien au niveau intellectuel que sentimental, qui sont les 2 pôles essentiels d'un individu. Son existence dépend de sa verbalisation, et plus il verbalise, plus il enrichit son monde, aussi bien au niveau intellectuel que son monde sentimental. Deuxième point, être dans un système de communication figé que l'on retrouve de façon très forte dans le monde de la colère est fondamentalement une négation de l'humanité d'un individu, de sa propre humanité, de l'humanité de la personne qui est en face de lui. Ça, c'est les références. À partir de là, maintenant, on va rentrer un peu plus dans dans le terre-à-terre, si vous voulez, ce que j'appelais le diagnostic. Le diagnostic, très souvent dans les relations humaines, on peut assister à 2 types de scénarios. Pardon. Le premier scénario, c'est que les personnes ne s'entendent pas, tout simplement parce que la personne qui est en face de moi passe son temps à me couper comme disait Chirac, cessez de jouer les roquets. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette... entre vous avec Mitterrand et Chirac, désolé, c'est très vieux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des relations qui sont assurées parce que je ne te laisse pas
terrain pour te déployer. Non, je suis trop énervé, ou je ne veux pas, ça m'intéresse pas, je connais très bien tes arguments. Je ne te laisse pas ce champ, je ne te laisse pas cette latitude de devoir exprimer quelque chose. Donc la coupure est une négation de l'autre. Il existe un autre scénario qui s'appelle l'attente polie. On est ensemble, je suis prêt à t'écouter, ça bout à l'intérieur de moi, et ça bout tellement à l'intérieur de moi que je fais semblant de t'écouter, mais juste une certaine forme de politesse, te laisser parler, et à partir du moment où tu auras dit ton dernier mot, ta dernière syllabe, j'embraye immédiatement sur un canevas de réponses toutes faites et de slogans déjà préconçus. Ça s'associe sur une forme de négation totale de la communication, donc je répète, soit parce que j'ai coupé franchement, soit parce que j'ai coupé en finesse, c'est-à-dire j'ai fait semblant d'écouter, il est vrai que très souvent dans les relations c'est comme ça, j'ai fait semblant d'écouter, et de toutes les façons j'ai déjà mon mode de réaction involontaire, mais je sais ce que je vais dire. Ça, ce sont les deux choses absolument essentielles. Alors il y a un maître avec Hobson qui disait que à l'époque on pouvait dire, à l'époque de John Hobbes, de Rousseau, que l'homme est un loup pour l'homme. Ouais, c'est-à-dire que si tu ne mets pas un contrat social qui gère les individus, ça va être la jungle de partout. Maintenant, les rabbins me disent aujourd'hui que l'homme n'est plus un loup pour l'homme. L'homme est devenu un mur pour l'homme. Un mur. C'est-à-dire qu'en fait, les gens s'enferment de plus en plus dans des mondes de non-communication. Ça, c'est un peu un drame de la société, avec, comment dire, un contact permanent avec ces smartphones dans lesquels tu passes ta vie à communiquer avec quelque chose totalement artificiel, complètement virtuel, et le monde des relations humaines en a évidemment pris un coup absolument colossal. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre de côté totalement ces systèmes, mais il y a une posologie à utiliser, et c'est un fait, ouais, c'est un fait aujourd'hui un petit peu dans les sociétés, enfin dans les familles, ouais, les enfants, à l'époque, le fait que les enfants, lorsqu'on voyait sa maman ou son papa décrocher, vous savez, un truc bizarre comme ça qui était curvé, qu'on mettait à l'oreille et qu'on mettait ici, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ouais, un téléphone, quoi, tout simplement. Alors, quand on prenait un téléphone, les enfants ne supportent pas qu'on ne soit pas sans arrêt pour eux. Ouais, il y a un égoïsme naturel d'un enfant. Et si on avait le malheur d'être ailleurs par rapport à un téléphone, dans un téléphone, alors la technique que donnaient tous les psychologues était la suivante. Quand tu es au téléphone et que tu vois ton enfant commence à bouillir parce que tu n'es pas là 100% pour lui, même si tu as passé toute l'après-midi avec lui, alors tu fais semblant que tu parles de lui. Ah mais je t'ai pas dit par rapport à Benjamin ce qui s'est passé. Dès qu'il entend que tu parles de lui, ok, alors ça veut dire qu'on est connecté, il te laisse. C'est-à-dire maintenant, ce qui est génial, enfin ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui avec les smartphones, c'est pas qu'on a un coup de fil, c'est que tu as à peu près, on peut calculer, tu as à peu près 30 à 40 coups de fil. Pendant le même laps de temps de l'époque, à l'époque tu avais un coup de fil, pour le même laps de temps, tu as à peu près 40. 40 fils, c'est pas un téléphone, c'est les SMS, c'est les WhatsApp, c'est les Snapchat, qu'on dit. Ouais, désolé. Ouais, c'est les Facebook, Et on ne se rend pas compte à quel point les enfants, mais ça les brime de façon incroyable. Parce qu'en fait, c'est pas des moments où on est au boulot, c'est un moment dans lequel on est dans des lieux publics qui s'appellent la maison, et ce sont des moments durant lesquels les enfants attendent une communication que sans se faire attention, on les prive, mais de façon assez radicale. Donc il y a une véritable réflexion sociologique à avoir par rapport à ça. Une des techniques qu'on donne, par exemple, qu'on essaie de mettre en place avec mon épouse, c'est de rentrer à la maison, on met le téléphone, pas plus qu'en veille, on se départit du téléphone. On aimerait faire ça, on s'est dit qu'il faudrait bientôt faire ça, parce que c'est quelque chose qui est terrible. On est attiré par des... En plus, il n'y a jamais urgence, quoi. Ouais, le téléphone, il est là pourquoi normalement? Il est là pour qu'au cas où il y a une urgence, mais vous voyez qu'on n'utilise jamais pour les urgences. Genre, il est sûr s'il y a une urgence, le iPhone, il est déjà, la batterie est déjà plate, donc c'est pas la peine, ouais. C'est foutu. Donc on voit bien qu'en fait, finalement, on véhicule des millions d'informations qui ne sont pas de la communication, qui sont juste des informations qui ne servent pas forcément, enfin, qui divertissent un individu, mais c'est pas ça la communication. Donc, je répète, il y a un phénomène régulier de coupure, phénomène régulier de pseudo-écoute qui, gêne énormément la communication, et qui va pour conséquence, ce type de scénario, donc ce que j'ai appelé le diagnostic, qui va comme conséquence que petit à petit, et ça c'est extrêmement pernicieux,
la personne donc, qui va nous écouter dans notre mode de fonctionnement va soit adopter exactement le même mode de fonctionnement qui s'appelle le tac au tac, ping-pong. Tu coupes, je coupe, tu coupes, je coupe. Donc petit à petit, on s'habitue à parler de façon presque en morse, de façon assurée, parce que la communication n'est pas là, première possibilité. Deuxième possibilité qui est beaucoup plus, deuxième conséquence qui est beaucoup plus néfaste, c'est que la personne qui voulait s'exprimer, qui a été coupée ou bien qui a été de façon polie, contrée, cette personne a un ressenti, une certaine forme de frustration qu'il n'a pas pu s'exprimer. Et étant donné qu'il n'a pas pu s'exprimer et il n'a pas pu communiquer, il ressent au niveau sentimental une profonde frustration, une non-compréhension parce que j'ai pas pu m'exprimer. Mais là, il y a des gens qui utilisent justement la communication pour frustrer les autres. Je parle pas de cette façon perverse. Insidieusement aussi. Oui, il existe une façon perverse d'utiliser tout ce qu'Hachem a donné dans le monde. C'est leur monde de fonctionnement, de titiller l'autre, de truquer les yeux. Mais c'est pas de la communication, c'est de la méchanceté. Ouais, c'est un peu lourd, hein, quoi. Ça, c'est autre chose. Je parle d'une communication dans laquelle on va créer quelque chose ensemble. Ouais. Pas on va se... comment dire, on va s'énerver mutuellement. Mais nous crains. Des fois, quand on est en colère, les parents, on n'a pas. Du coup, justement, le dialogue pour se calmer, genre, et on revient une heure après en étant calme. Ouais, c'est sain. En pleine crise, effectivement, c'est sain. Mais moi, je te parle d'après la crise. Lorsque on va essayer d'enclencher une discussion et que là, on sera coupé de façon régulière. Pas par colère coupé. Coupé parce que ça sert à rien ce que tu dis. Je ne crois pas à ce que tu dis. Ouais. Donc c'est ce mutisme qui se met petit à petit en place et donc il y a comme conséquence une frustration de part et d'autre, enfin en tout cas de la part de la personne qui voulait parler, et encore beaucoup plus pernicieux. Quand dans la vie, tu n'as pas eu l'occasion de pouvoir vraiment t'exprimer et dire ce que tu as à l'intérieur de toi, alors petit à petit tu finis par croire, plutôt de ne pas croire, au monde de la communication. Tu finis par perdre le crédit que tu devrais donner au monde de la communication qui est fondamentalement, c'est-à-dire que tu finis par ne plus croire en la dimension humaine de l'individu. Alors je vous donne des exemples par rapport à ça, si ça paraît trop théorique. Chez l'enfant, c'est assez incroyable. Un enfant, c'est qu'il n'a pas un champ lexical très grand. Donc, quand il parle, il tâtonne. Ouais, rappelez-vous le sketch de Gad Elmaleh, on ne comprend rien à ce qu'il dit, un enfant dès qu'il est bourré. Il tâtonne parce qu'il n'a pas beaucoup de mots pour pouvoir exprimer une marmite bouillonnante de sentiments. Donc il y a un décalage énorme entre sa faculté de pouvoir décrire et, comment dire, l'expression qu'il aura au bout du compte. Maintenant, si tu as coupé l'enfant dans son tâtonnement, il n'a pas réussi à mettre des mots sur ses sentiments. Donc c'est un enfant qui va être déconnecté de lui-même. Tu ne peux avoir une connaissance de toi que lorsque tu as pu verbaliser la façon qui t'a permis d'être proche de tes sentiments, mais aussi proche de ta réflexion. Un enfant qui a été systématiquement coupé va par définition ne plus croire en la faculté d'expression, et s'il n'y croit pas, il ne pourra pas se déployer ni au niveau sentimental, ni au niveau intellectuel. Donc ce sont les premières incidences directes. Ouais, ce tâtonnement de l'enfant est absolument essentiel, et au contraire, la personne qui est en face de lui doit lui donner, lui tendre encore plus la pêche pour pouvoir encore plus s'exprimer. Là, c'est au niveau donc de l'enfant. Le deuxième, au niveau des parents, j'ai eu l'occasion de rencontrer des couples qui m'ont beaucoup déchiré le cœur. Des couples, alors c'est incroyable, des personnes qui ont vraiment, sur les critères sociaux, culturels, sont des gens qui ont gagné leur vie, des winners, quoi. Super éducation des enfants, super profession, des gens notables. Alors, c'est que demande le peuple? Les bonhommes à 60, 65 ans, 70 ans, ils ont tout réussi. La maison, le business, l'éducation des enfants, tous les enfants bien mariés. Et au bout de X années, il n'y a plus personne à la maison. Le mari et la femme ont d'un coup une envie de divorcer. Et il n'y a pas eu une histoire, extra-conjugale qui justifierait, si vous voulez. Pourquoi? On n'a rien à se dire. On n'a plus rien à se dire. C'est ennuyant. Ça veut dire, très très intéressant. Ce sont des personnes qui ont réussi, on avait parlé, pour ceux qui étaient là, parce que j'avais parlé de Bergson et de la tour de Babel, mais je rappelle rapidement l'idée, c'est que ce sont des personnes qui ont eu un dialogue qui s'est cantonné à la technique de la vie,
qui s'est cantonné au cadre de la vie. C'est-à-dire, ça commence par chérie, Pampers ou Huggies? Ouais. On va chez ta belle-mère, chez ta mère ou chez la mienne pour Pessard. Toute la technique de la vie, des millions de questions. Le monde, ouais, on met les enfants dans quelle école? Et ça occupe de façon très forte au début d'un couple. On a des centaines de questions. Et non-stop. Et chaque enfant, c'est un maintenant. Ça, c'est une partie des dialogues, mais c'est pas ça le dialogue existentiel. La technique de la vie. Ouais. Le dialogue, dans un couple, dans les relations humaines, il commence lorsqu'il n'y a plus de technique à gérer. Alors, on ne va pas attendre 60 ans. Ouais. Mais lorsque, ben voilà, il n'y a plus rien, entre guillemets, de technique à faire, à partir de là, c'est le moment rêvé pour pouvoir s'épancher, pour pouvoir parler, pour pouvoir ou parler, ou se taire, mais un silence qui est tellement puissant qu'il en dit plus long qu'un dialogue. Parce que deux individus marchent ensemble, ouais, même s'ils se disent rien, mais il y a énormément de communication dans ce monde sourd, ouais, dans ce sound of silence, comme dirait Simon. Ouais. Et ben ça, c'est aussi la communication. Mais s'il n'y a pas ça, alors il n'y a pas de couple. Il y a un couple jusqu'à durée limitée, ça veut dire que bon, les personnes travailleurs vont réussir ce qu'ils font, mais ils n'auront exclusivement que construit des tours techniques, pas plus que ça. Et c'est quelque chose qui mine énormément, je connais quelques-uns, mais je sais que ça mine énormément de couples. Et je ne parle pas de couples, de gens qui ont fait des bêtises. Je parle de gens qui ont été, notables sur tous les points de vue. Ça, c'est quelque chose qui est un véritable phénomène de société, dans une société dans laquelle on parle beaucoup sans forcément communiquer. C'est pour ça qu'en fait, j'ai intitulé ce titre la chose suivante. Les gens qui s'entendent sont des gens qui s'entendent. Pour s'entendre, il faut s'entendre en deux mots. Et s'entendre, c'est être capable de comprendre qu'il y a quelque chose, une véritable expression verbale qui dit des choses, qui est en train de créer une communication et ne jamais briser cette communication. Ça, c'est au niveau donc des incidences directes du constat qui peut exister aujourd'hui. On passe maintenant à la troisième partie, qui s'appelle véritablement les 10 commandements de l'écoute de l'autre. J'ai marqué ici, donc toujours inspiré de Rav Jacobson, il faut en permanence être conscient de deux plans. Comme si on avait deux caméras, on était des caméramans, on vit avec deux caméras. La première caméra, c'est observer l'émetteur, celui qui parle. Je vais pas simplement, je dis l'écouter avec attention, mais je vais aussi être capable de l'observer. Je vais marquer ici un point absolument essentiel dans les règles de communication. Le langage du corps, le ton et le rythme sont beaucoup plus parlants que les mots. Je donne plusieurs exemples là-dessus, je répète. Le rythme de la voix, le ton qu'on utilise et la gestuelle en disent des fois infiniment plus long que les mots eux-mêmes. Donc le premier des focus que je fais dans la vie, c'est d'observer la silhouette qui est en face de moi, indépendamment des mots, c'est être capable de pouvoir faire cette dichotomie. Alors je donne plusieurs exemples. Si vous demandez à un enfant, dis-moi, Benjamin, il y a un Benjamin ici, désolé. Dis-moi, Max, tes parents t'aiment? Si l'enfant te répond oui, bien sûr, tu peux être sûr que l'enfant ressent qu'il n'est pas aimé. Les parents l'aiment, en tout cas, il ressent qu'il n'est pas aimé. Parce que si vraiment il ressentait qu'il était aimé, l'enfant ne répond pas, il va d'un coup avoir un sourire et des yeux qui brillent. Tu poses la question, tes parents t'aiment, il va se mettre à sourire et il ne va même pas répondre. Il oubliera de répondre. C'est-à-dire que le oui, mes parents m'aiment, ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est sa façon. Est-ce qu'il est glacé au moment où tu parles, ou bien tu vas parler de tes parents, ses parents, il y a quelque chose qui chauffe à l'intérieur. Ben ça, tu peux le percevoir dans sa gestuelle. Je donne un deuxième exemple. Tentez le coup, ce serait très marrant. Vous êtes invité chez une personne, et puis arrive le moment du dessert, elle vous amène un magnifique tiramisu, mieux qu'au Tibbs. Vous dégustez le tiramisu, vous avez fini votre assiette, et vous souriez à la maîtresse de maison en lui disant « Oh là, ce tiramisu, il était vraiment écœurant. » Je peux vous garantir que la personne en face de vous va dire « Ah merci, c'est gentil, merci, c'est gentil. » Tout dépend
de l'expression du visage. Vous voulez essayer de faire ça, c'est très marrant. Ouais, mais je donne le même exemple. Encore une fois, regardez, encore une fois. Une femme demande à son mari, chérie, est-ce que tu m'aimes? Le mari répond, oui, je t'aime. Traduction, tu me casses les pieds. Le même scénario. La femme demande à son mari, chérie, est-ce que tu peux m'aider? Cet après-midi, je dois faire telle et telle course. Le mari répond, non, je suis désolé. Ce non, c'est un non. Elle attendait quelque chose, mais il est imprimé d'un amour incroyable. Donc dans un oui, je t'aime, tu décèles l'inverse de l'amour. Dans un non, je ne peux pas t'aider, tu peux déceler au contraire une densité d'amour incroyable. Encore une fois, les mots peuvent être trompeurs. En tout cas, ce qui compte essentiellement, c'est encore une fois le ton, le rythme et l'expression donc gestuelle. C'est très fort. Vous savez, chez les enfants, on avait acheté en Israël des livres qui sont absolument géniaux, qui comment dire, apprennent un enfant à comprendre dans quel état d'esprit sont les parents. Donc ce sont comment dire, des scènes de vie qui sont décrites dans ce dessin, dans cette BD. Et tu vois en fait tantôt donc une maman qui est anxieuse, une maman qui est coléreuse, une maman qui est joyeuse, une maman qui rigole. Et donc on voit tous comment dire, les visages de la maman et on révise avec l'enfant, on dit voilà, à ton avis qu'est-ce qui se passe ici? Pour apprendre à l'enfant à comprendre que ouais, des fois, tu peux avoir besoin de ta maman ou ton papa, ils ne sont pas forcément disponibles, il faut comprendre en fonction de leur visage dans quel état d'esprit ils sont. C'est apprendre petit à petit à l'enfant ouais, le langage des gestes, le langage des images. Ouais. Et c'est un truc, c'est très très bien fait parce qu'en fait ça aide énormément l'enfant à comprendre. Un enfant il est binaire, il a besoin, il a faim, il a besoin de son papa. Maintenant, que son papa soit occupé à réanimer un individu, il ne veut pas le savoir. Et il ne veut pas le comprendre non plus. Ah mais il est médecin, c'est comme ça. Donc petit à petit, apprends à l'enfant à voir autre chose que le monde de la parole. Ça, c'était donc au niveau de maintenant. Du côté du récepteur, donc, je ne vais pas simplement observer la personne qui est en face de moi. Il y a 10 commandements d'attitude par rapport à écouter autrui. Le premier des commandements, et qui est un point absolument essentiel, tu en parlais tout à l'heure, Menoucha, lorsqu'on est dans une relation conflictuelle, comme beaucoup de relations, de relations entre les individus, ces relations conflictuelles, il faut avoir l'intelligence et éduquer la personne qui est en face de moi à systématiquement ne jamais prendre une décision tout de suite. Toujours laisser un temps pour l'expression verbale, pour la communication, et un temps ensuite pour la décision. Et donc, plus je mets en place un cadre dans lequel, ok, je suis d'accord, on en reparle dans 5 minutes. Je te propose d'en reparler dans 5 minutes. Pour l'instant, tu es excité, pour l'instant, tu es énervé. J'entends parfaitement, viens, on laisse un tout petit peu de temps de réflexion. Ces 5 minutes, elles ont un effet magique. Premièrement, la personne qui avait gros sur la patate à exprimer, il est déjà beaucoup plus disposé à parler un peu mieux. Et la personne qui l'écoute, ouais, lui aussi est beaucoup plus disposé à écouter. Et qui plus est, si je remets à 5 minutes notre entrevue, alors d'une certaine façon, je vais m'obliger à me séparer du canevas de mes réponses classiques. Qu'on le veuille ou pas, on vient en ping-pong. Par rapport à tel stimulé, j'ai tel et tel type de réflexion. Si je sais de réponse. Si je sais que je devrais répondre que dans 5 minutes, alors ça me laisse le temps de pouvoir réfléchir à quelque chose d'autre et donc à comprendre que la vie, c'est pas un scénario qui se répète en permanence. Il y a en permanence cette faculté de voir quelque chose de nouveau. Et si je crois au nouveau, je permettrai à l'autre de pouvoir sécréter quelque chose de nouveau, même dans des relations qui se ressemblent en permanence. Je dis qu'on est toujours l'architecte de la réaction de l'autre. Et dans les mains de celui qui écoute l'autre, on peut aider l'autre à pouvoir bifurquer vers une direction ou l'autre. Deuxième commandement essentiel. Une fois que la personne s'est exprimée, avoir pas simplement l'élégance et la politesse, mais avoir le devoir de résumer ce qu'il a dit. Est-ce qu'on est d'accord sur la version que tu me dis? On est d'accord? Est-ce que j'ai bien dit? Cette phrase elle est essentielle, pourquoi? Parce qu'en fait, si je sais que je devrais répéter ce qu'a dit la personne, en résumé, je vais m'obliger à vraiment l'écouter et à abandonner mes schémas types. Ça, c'est donc le deuxième commandement essentiel. Troisième commandement essentiel, ouvrir l'univers des possibles, c'est-à-dire proposer à la personne qui s'est exprimée
De dire, est-ce que tu es sûr que tu as fini? Est-ce que tu voudrais dire autre chose? Est-ce qu'il y a peut-être autre chose que tu as envie de dire que tu n'arrives pas forcément à dire? Est-ce que je peux t'aider par rapport à ça? Ça veut dire, très souvent, on peut pointer du doigt un point, mais en fait, ce point s'avère être la face émergée de l'iceberg. Et il y a infiniment plus de choses à dire. Et cet épisode n'était qu'un révélateur de quelque chose de beaucoup profond. Donc, ok, c'est l'occasion, viens, on perce l'abcès. Pas de façon frontale et brutale, mais ok, j'entends, je suis prêt à écouter maintenant, donc peut-être il y a autre chose à me dire. Et si je lui tends la perche à la personne qui est en face de moi, il va peut-être lui-même réfléchir et, vous voyez, faire en permanence un système de balancement entre ce que je dis et ce à quoi je pense. Et ce que je dis me permet de penser à d'autres choses et donc, petit à petit, à enrichir cette expression verbale. Quatrième devoir essentiel, commandement, quand je répète ce que m'a dit la personne, je dois faire un effort de concision. C'est pas un truc bizarroïde, brouillon. C'est pas non plus du Victor Hugo ou du Lamartine. Ouais, c'est concrètement, ouais, comme les enfants. C'est chaud, c'est froid, c'est moche, c'est beau. Ouais. Très simple, ouais. Pas besoin de faire des grands mots. Et éventuellement faire un effort pour trouver le bon mot. La nuance au niveau du vocabulaire. Ouais, t'as senti quoi exactement? Frustration? Non, pas frustration. Une angoisse? Quoi, une angoisse? C'est mélange de frustration. C'est petit à petit tâtonner à deux pour essayer de trouver les bons mots qui vont définir la chose. Cinquième commandement essentiel. Il y a une arme géniale qui s'appelle la magie du style interro-négatif. Lorsqu'il y a un conflit, par exemple, une femme revient excédée par son patron, un mari peut réagir de façon très simple, mais je t'avais dit de lui dire ça. Frontal, permanent. Alors, il y a un truc qui est génial, qui évite le côté frontal, c'est « Ah, c'est marrant alors, c'est incroyable, c'est un récidiviste alors. » C'est-à-dire que j'accompagne le mouvement de ce que m'a dit mon épouse ou mon mari, et j'essaie de dire « C'est un récidiviste », mais c'est quand même bizarre parce que la dernière fois, il avait agi de façon différente. Ça veut dire, j'essaie d'ouvrir le champ des possibles en disant « Ok, j'entends ce que tu me dis, il est possible que c'est un patron absolument insupportable, les enfants ont été exécrables, et en même temps, je suis en train de placer le message, tiens, c'est marrant, ils ont été exécrables, et pourtant, une autre fois, ils n'étaient pas exécrables. Ça veut dire, pas, tu dis faux, et j'ai pas confiance en toi, non, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette image figée de ton patron, des enfants, de la belle-mère, ainsi de suite. C'est qu'il y a une possibilité, on a vu d'autres images, mais je ne le dis pas de façon frontale en disant non, c'est faux, il y a autre chose. Je le dis en disant, tiens, c'est bizarre, je me pose une question. Je laisse la place à un point d'interrogation. Sixième commandement, ça tout le monde le connaît, aucune importation de vieux dossiers. Chaque situation, même si elle a l'air de se répéter indéfiniment, doit avoir le privilège de la primeur. Ouais, il faut regarder la chose comme si c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est essentiel chez un enfant. Parce que dès qu'un enfant dégaine le vieux dossier, un adulte y réfute. Un enfant, il épouse. Il épouse et il croit de plus en plus qu'il abrite en lui une sorte de malin génie qui fait qu'il est toujours un tocard. Ouais. Ou toujours avec toutes les gammes de reproches qu'on peut lui faire. Maintenant, septième commandement, un point absolument essentiel. Les sentiments et les ressentis ne se discutent jamais. Je vous donne un exemple. Un enfant revient avec un 0 pointé parce qu'il a pompé sur son voisin. Réaction classique parentale. Qui rira bien, qui rira le dernier. Eh ben voilà, je t'avais dit on pompe pas. Première reproche. Deuxième reproche, comme par hasard, tu as eu besoin de pomper. Ça veut dire que tu n'as pas révisé comme je t'avais dit. Ça veut dire que on peut tout simplement étouffer un enfant dans cette réaction. Je ne suis pas en train de dire qu'il a bien fait de pomper et de ne pas travailler, pas du tout. Mais l'urgence maintenant, c'est l'accompagner dans son désarroi et dans son sentiment. Ça fait mal d'être pécho en train de pomper. Un point, c'est tout. C'est objectif. Tous les individus du monde souffrent de cette situation. Donc on doit l'accompagner dans sa sens. Ce n'est pas parce qu'il est en tort qu'il n'a pas de sentiments. Ce sont deux plans différents. Il y a le monde de la vérité et le monde des sentiments. Maintenant, au niveau du monde de la vérité, ce n'est pas le moment, on va le gérer ça. On va gérer la fumisterie, évidemment. Mais le monde des sentiments, on doit dire « Oh là là, ça va être dur ça. En plus, tu as dû avoir en plus la honte devant tes communs. J'ai vraiment les boules pour toi. » Avoir cette grandeur de dire « J'ai grave les boules pour toi » alors qu'il s'est mis dans la panade tout seul.
Ouais, personne n'a demandé de pomper, personne n'a demandé de pas de travail, ouais. Mais avoir cette grandeur de dire, ouais, je comprends, ça fait mal. Ouais, vraiment, j'ai vraiment les boules pour toi. Ouais, je pense que tu mérites, enfin, même pas de mérite ou pas mérite, mais j'ai vraiment les boules pour toi. Ah, ça me rappelle quelque chose, moi aussi, j'avais une fois dit ça. Vraiment, j'ai les boules pour toi. Ouais. Donc, première des choses, un ressenti ne se discute jamais. Il y a très souvent, comment dire, une incompréhension dans le couple. On dit, lorsqu'une femme a besoin d'exprimer un ressenti de douleur, le mari pense que c'est un appel du pied pour jouer les oraux et trouver une solution. Mais très souvent, en fait, il n'y a pas forcément une solution dans tous les problèmes, vous savez, ne croyez pas. Hein. C'est pas les bisounours dans la vie. Il y a des fois des problèmes dans lesquels il n'y a pas de solution. Mais la seule chose qu'on demande à la personne qui est en face de nous, c'est, comment dire, accompagne le ressenti. Souffre avec. Même si tu n'arrives pas à comprendre cette machine tellement bizarroïde qu'est l'être féminin. Ouais. Vice-versa, dans les ressentis donc, de souffrance, de douleur, ouais. Les femmes n'arrivent jamais à comprendre la relation que les hommes tissent avec le kavod, avec les honneurs. Les mecs qui reviennent de la chou, ouais, j'ai un peu les boules, d'habitude je suis habillé, on me donne une place super, alors on m'a mis une nouvelle place. Et so what, quoi? T'as besoin d'une place spécifique pour prier, mais Hachem il est là-haut, non, il n'est pas en bas. Il ne comprend rien à ces histoires de préséance, elle comprend rien, ouais. Ok, tu comprends rien, mais tu n'as pas le droit de mépriser. Parce que l'homme, il fonctionne avec ce besoin, comment dire, de catégorie, je sais pas comment, enfin, j'ai du mal à me décrire, donc c'est illégal. Hein. Non, mais l'homme fonctionne comme ça. Donc tu dis, ah ouais, t'as eu des boules, même si tu penses que c'est débile comme système. Ouais, je comprends que c'est pas évident, ouais, on t'a pris ta place, je comprends que c'est embêtant, ouais. Même si toi tu fonctionnerais pas comme ça, ouais. C'est pas le moment de faire une éducation de ton mari, ouais, à ce qui s'appelle, comment dire, la prise de conscience de ce qu'est vrai, la prise de conscience de ce qu'est une filasque, de ce qu'est une synagogue, c'est un lieu dans lequel tu dois t'épancher vers Hachem. Ouais, c'est pas le lieu comment dire, dans lequel tu vas récupérer tous les scoops sur la communauté, tous les derniers coups qui ont été faits au niveau financier et les dernières blagues les plus cocasses. Même si c'est un des mobiles qui nous amène à la choule, nous les hommes, ouais. Mais au bout d'un moment, il faut un peu mûrir. Mais c'est pas le moment où le bonhomme est vexé de commencer à embrayer en disant, ouais, écoute, c'est pas comme ça compris, non. Donc, encore une fois, il y a toujours un décalage. Être capable en permanence d'accompagner le ressenti, personne ne peut juger. Un ressenti est une réalité. Tant que la personne ne joue pas le cinéma, ouais. Mais en général, les ressentis, c'est du vrai. Maintenant, 8e, comment dire, ouais, j'ai marqué, donc, pour les enfants, c'est intéressant, le conflit enfant-professeur. Bon, là aussi, par exemple, dans les conflits entre boss et salariés, comment dire, les enfants reviennent en disant, voilà, la maîtresse, elle m'aime pas, ou le professeur me haït. Et il a fait quelque chose d'injuste. Alors, il y a deux techniques chez les parents. Soit ceux qui donnent raison, coûte que coûte, au professeur, l'ancienne école. Soit les postes sont tutards qui vont dire, ah, mais de toute façon, c'est des imbéciles, ouais. Mais en fait, les gens se trompent. Qui a dit qu'il fallait trouver qui a tort ou qui a raison? On s'en fiche qui a tort ou qui a raison. Enfin, ça, l'important. L'important, c'est que l'enfant a mal, c'est que l'épouse a mal, c'est que le mari a mal. On doit gérer le mal. C'est pas du tout le moment de décider. On n'est pas en position de juge, on est en position de thérapeute, pas plus que ça. De coach. Le coach, il est là pour alléger les mots. On n'est pas en train de juger qui avait raison, qui a tort. Après, on verra ça. Ouais. Donc, première des choses, ouais, j'entends, ah, c'est dur. Ah, c'est pas évident. Puis, en plus, c'est pas la première fois. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est-à-dire, je reste en permanence dans l'accompagnement, le fait d'accompagner la personne qui souffre. 8e commandement, ouais. Alors, j'ai jamais parlé, ouais, dans un état de colère. Ça, c'est absolument essentiel. On ne résout rien dans la colère parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la colère est le monde, c'est un monde figé. C'est un monde sans spontanéité, c'est un monde sans Hachem. Et lorsque tu décides de vivre dans un monde qui fait l'économie de Dieu, eh ben finalement, tu vis dans un monde qui n'évolue pas, un monde non dynamique. Donc, c'est absolument essentiel de jamais parler dans la colère. On parlera après s'il faut. Avant-dernier commandement, les deux armes interdites, le comparatif. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Comparatif avec les autres enfants, avec la sœur, avec la belle-mère, avec plein de choses. On ne compare jamais, tout simplement parce qu'en fait, les individus sont uniques et la relation que j'ai maintenant, quelque chose de tout à fait inédit et unique. Deuxième chose, ne jamais, comment dire, tu comprendras une autre fois. Tu comprendras dans ton année. Tu n'arrives jamais à comprendre. Non, non. Si on doit se mettre d'accord, on va aller jusqu'au bout dans le dossier. On ne règle jamais un dossier et un conflit,
Je le dis pour les futurs couples sur le matelas, ouais, c'est une technique très très mauvaise. Les gens qui, s'imaginent qu'on pourra régler des problèmes existentiels, des conflits essentiels, tout simplement un smack et ça repart. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et il y a énormément de couples qui ont bâti de types de relations et qui sont restés dans la superficialité de la communication. Je finis donc sur le dernier des commandements, qui est quelque chose que je donne vraiment le conseil. J'ai pu vraiment, vivre ça et voir à quel point c'est vrai. Je crois que c'est un des formateurs qui nous avait donné ça. Quand on se marie, on apprend les lois, les lois qui concernent le mariage. Je crois qu'un des rabbins nous avait dit la chose suivante, qu'on ne s'endort jamais sur une dispute. C'est très dur, c'est pas évident. On peut se faire la tête, mais la tête elle doit durer jusqu'au moment du coucher, pas plus. Date de péremption coucher. Pourquoi? Pour deux raisons. La première des raisons, lorsqu'on passe une nuit, les choses se cristallisent. Deuxième raison stratégique. Très souvent, celui qui enclenche de faire la tête à l'autre, homme ou femme, peu importe, il n'y a pas de sexe là-dedans, il s'imagine qu'en coupant la communication, la personne qui est en face va tellement souffrir qu'elle va revenir exprimer l'expression comme un petit toutou, comme une petite toutou. C'est-à-dire que je crée un mutisme qui fait que la personne en souffre, et comme elle souffre, après elle va supplier de revenir. Et donc je serai ce qu'on appelle en position de force, masculin ou féminin, peu importe. En fait, c'est une grave erreur, c'est un fantasme, parce que quand on laisse passer une nuit, c'est exactement l'inverse qui se passe au niveau stratégique. C'est que la personne qui a créé le schisme, qui a créé le mutisme, c'est lui qui va devoir faire des efforts d'autant plus forts pour pouvoir récupérer la chose. Donc stratégiquement, ça ne vaut pas du tout le coup. Je finis donc sur cette pointe, cette touch au niveau de ce qu'on appelle de la Shana Kodesh, le génie de la Shana Kodesh. C'est très intéressant. En hébreu, il y a un terme qui désigne la violence. Ça s'appelle la alimut. Alim en hébreu, c'est quelqu'un qui est violent. Les maîtres de la pensée juive font remarquer que alim vient de la même racine que ilem. Ilem, ça veut dire quoi, ilem? Non, ne'elam, avec un mais ilem, c'est un muet. Ça veut dire que fondamentalement, le mutisme s'apparente à la violence. Il peut y avoir dans la vie des violences verbales, mais il peut y avoir aussi des violences qui sont dues au mutisme et qui ne sont pas moins violentes que l'expression elle-même, l'expression violente. Voilà un petit peu les 10 conseils qui sont donnés donc, dans les relations dans toutes les formes de relations. Je vous l'ai dit, j'ai pris ça donc de Rav Jacobson, mais je trouve qui a développé ça au niveau de la relation avec les enfants. Avec les enfants, c'est une loupe qui est encore beaucoup plus grandissante, mais même lorsqu'on réduit l'objectif, même lorsqu'on rabaisse la loupe à notre niveau, on se rend compte que toutes ces choses sont éminemment vraies. Il y a ici donc une leçon absolument essentielle à mettre en place. Il y a 10 commandements, vous pouvez m'essayer, vous pouvez voir à quel point c'est absolument colossal dans toutes les relations humaines, et ça qui nous permet petit à petit de pouvoir créer des relations extrêmement fortes, de grandir et donc de pouvoir développer ce qui est marqué dans ces maîtres du Moyen-Âge. Tu vas à la fois développer ton monde sentimental et ton monde intellectuel. C'est pas évident de donner des mots à des sentiments, mais plus on avance dans la vie, plus on sait dire, plus on sait penser, on sait exprimer. C'est ça en fait la véritable richesse de toutes les relations humaines. Je m'arrête là, n'hésitez pas. Soyez